de commencer, Delphine, est-ce que pour vous, j'imagine, l'innovation, c'est totalement indispensable aujourd'hui? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que Entreprendre, c'est un mouvement vers l'innovation. Et puis, c'est important de rappeler le patrimoine de demain, enfin, les innovations d'aujourd'hui seront le patrimoine de demain. L'innovation, bien sûr, c'est présent dans tout ce qu'on fait au quotidien chez nous, à l'agence, mais également avec nos clients qu'on accompagne vers des idées innovantes. Moi, en tant qu'entrepreneur de ma société, je ne peux pas parler d'achat et d'innovation. Là où on investit, c'est dans l'humain. Donc on va aller chercher des talents dans le numérique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui en France beaucoup. Oui. Alors pour vous, l'innovation, on va dire que ça fait vraiment partie de l'ADN de votre entreprise. Effectivement, on est dans un secteur qui n'est pas forcément le plus innovant, a priori, qui est parfois un peu conservateur, qui est celui de l'art. Donc là, on est en train effectivement de complètement changer la manière de distribuer des œuvres. On est en train de passer, comme dans le secteur d'ailleurs, d'un modèle matériel basé sur la cession du droit patrimonial sur une œuvre, c'est vraiment le modèle des sculptures, des peintures et des installations, à un modèle complètement dématérialisé où on vend des abonnements. Donc du coup, l'innovation, effectivement, elle est à la fois technique, parce qu'on amène ces nouvelles formes de création un peu partout à travers le monde, et elle est commerciale. Et c'est vrai qu'on est au tout début, quand on explique son projet entrepreneurial, et la manière dont on va mais disrupter un secteur, en l'occurrence celui de l'art, il y a beaucoup d'étonnement. Oui, les gens sont surpris, j'imagine. Les gens sont surpris, et les gens et puis finalement, ils finissent par comprendre que, en l'occurrence, le secteur de l'art est peut-être le dernier à s'être digitalisé complètement. Donc, même la mode, qui ne partage pas forcément les valeurs du numérique, la transparence, la liberté, etc., la cession libre et gratuite. Même la mode a fini par céder à la digitalisation et aux outils numériques. Et l'art, c'était le dernier. Et donc, du coup, effectivement, on a, je pense, innové. On est effectivement dans l'innovation et dans l'exportation, parce que le pendant de ce que je viens de dire, pour rebondir sur la thématique de l'exportation, oui, c'est que les territoires qui sont les plus aptes à appréhender, et là je parle vraiment pour moi, ces nouvelles formes de diffusion et de création, c'est des territoires qui sont au Moyen-Orient, en Asie, et un peu aux États-Unis. Vous exportez beaucoup? En tout cas, on s'apprête à exporter beaucoup, oui, tout à fait. Donc, innovation, exportation, en tout cas, moi, je me suis beaucoup reconnu dans ces deux thématiques. Ouais. D'accord. Laurent, alors vous avez innové, puisque donc, vous avez créé il y a 4 ans le fameux festival dont vous nous parliez tout à l'heure, donc le festival des Chatons d'Or. C'est un festival de créativité qui est donc ouvert à tous. Ça récompense quoi exactement, ce festival? Les idées. L'idée, c'est la signature du festival, c'est le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Originellement, c'est un festival de publicité. Mais vu que la publicité, c'est mal, entre guillemets, excusez-moi, j'ai une agence de pub, j'ai le droit de le dire. On est plus sur un festival de créativité qui vient récompenser les idées, qui peuvent être publicitaires, qui peuvent être des innovations technologiques. J'ai vu Yacine qui est rentré tout à l'heure, la main Yacine a créé une application pour aider les SDF autour de soi, voilà, et c'est un vrai projet porteur, il a gagné un chaton l'année dernière. Et surtout, vu que je parle de publicité, c'est le deuxième plus développé du monde, mais il a été le premier, le deuxième pas les ventes. Donc il y avait besoin de faire bouger les lignes, il y avait besoin de faire émerger tous ces nouveaux talents, toutes ces nouvelles idées, tous ceux qui ne font pas partie de l'élite et qui ne demandent qu'à en faire partie, ou qui ont des idées, qui ont le talent et qui ne manquent à CDI ou qui ne manquent qu'à créer, qui ne manquent seulement qu'à en faire confiance. Donc c'était un peu l'objectif des chatons. Je rebondis sur ce que tu disais, Adèle, l'innovation, elle est partout. Elle est technologique, elle peut être. Moi, je suis publicitaire, alors je fais ça au service des marques, mais l'innovation, elle peut être au service de la marque. Une marque, c'est quoi? C'est une innovation qui a réussi. Quand on parle de geek, par exemple, c'est une innovation qui a réussi à émerger sur un marché parce qu'il y avait quelque chose en plus. Et elle peut être partout, elle peut être au niveau de la relation client, elle peut être au niveau du marketing, la façon de communiquer, la façon de créer un lien avec le client, elle peut être technologique, elle peut être technique, elle peut être dans les SAV, etc., etc.
Donc c'est vraiment une vision intégrée qu'il faut avoir, je pense, des choses. Effectivement. Alors, l'innovation, elle peut être technologique et c'est plus sans doute ce qui se passe chez vous, hein, donc à la fois chez Bernard et chez Antoine, je ne sais pas lequel veut commencer, mais bon, pour vous, l'innovation, c'est pareil, hein, c'est quelque chose, il faut sans arrêt proposer de nouveautés et des nouveautés à vos clients. C'est-à-dire que le cycle de vie d'un produit, le cycle de vie d'un service, qui est innovant, est toujours dépassé par le rythme du marché. En fait, l'avenir est toujours plus rapide que nous. On aura toujours un temps de retard par rapport à l'avenir. Comme on a toujours un temps de retard par rapport à l'avenir, il faut s'emparer de l'avenir. Alors après, l'innovation, c'est... On va parler bien dans le micro, ouais. Donc l'innovation, c'est, dans notre cas, est principalement technologique. Et d'ailleurs plus généralement technologique. Si on trouve des distributeurs de Twix sur le quai du Nord, c'est qu'on a d'abord quand même inventé le chemin de fer. Il faut quand même voir un petit peu le scope dans lequel on fait partie. Et puis, il y a effectivement la monétisation, c'est l'innovation. Parce que l'innovation est une innovation de perfectionnement, une innovation de rupture, une innovation de changement de régime. Voilà. L'entrepreneur qui imagine rentrer sur le marché seulement sur le caractère innovant d'une des facettes de son produit doit se poser énormément de questions pour dire est-ce que c'est une innovation qui va générer un marché et s'inscrire dans la durée, ou est-ce que c'est simplement un des éléments de la chaîne de création de valeur. Et alors vous vous retrouvez évidemment hein, donc, dans ce qui ressort de l'étude, innovation plus exportation égale succès, puisque vous exportez. Donc, et moi je vous avais rencontré il y a déjà, alors on peut le dire, hein, il y a déjà quelques années, il y a 7 ans, j'étais venue faire un reportage pour LCI, et à l'époque donc l'entreprise avait, c'était 35 personnes, c'est ça hein. Et aujourd'hui vous êtes On est 186. Voilà, 186, donc on voit effectivement en 7 ans donc le gap et effectivement l'exportation qui est devenue très importante pour vous. Vous exportez, vous avez dit dans combien de pays? 24 pays. 24 pays aujourd'hui. Ça représente 85% du chiffre d'affaires. 85% du chiffre d'affaires. Et pour vous, donc effectivement, l'export, c'est une des recettes vraiment pour ce succès, quoi. Ça permet d'éviter peut-être les trous d'air, justement, quand en France, on a, comme on a encore dit aujourd'hui, une croissance qui est assez flat. Hein, on voit que la France est peut-être le pays où on est un peu moins optimiste que dans le reste de l'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure, Pierre-Olivier. Et donc ça vous permet vraiment l'export de pouvoir compenser. Bien sûr, on n'a pas fait pour ça, mais c'est vrai qu'on a la chance, comme j'expliquais, d'être sur un marché qui n'est pas dépendant de l'humeur de ménage, qui n'est pas dépendant de la conjoncture de consommation classique, hein, du business de consumer. Et effectivement, rien que sur le marché français, on est très préservé hein, des niveaux territoriaux. Quand il y a un écoulement dans le Gers, qui n'est pas une région riche, on a quand même un besoin de sécuriser des routes, des clochers d'église, des barrages. Donc effectivement, sur ce sujet-là, on est préservé, et puis les problématiques sont évidemment les mêmes à l'extérieur. Alors Antoine, donc on ne vous a pas encore entendu, pour vous évidemment innovation, beaucoup d'innovation technologique, on voit que vous avez beaucoup de projets, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous vous êtes présenté. En revanche, l'export pour l'instant, donc c'est encore quelque chose un peu plus, on va dire, en devenir. Déjà sur l'innovation, nous on est un peu obligés, parce qu'on est dans les fintech, je pense que c'est vrai pour toutes les startups qui sont dans notre univers. On propose des alternatives aux banques en général, donc on est contre des gens qui ont beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus de clients et beaucoup plus de notoriété que nous, donc on est obligé de se différencier d'une manière, et nous c'est d'une manière technologique, effectivement. On propose des produits qui sont techniquement plus aboutis et plus innovants que ce que peuvent proposer les banques. Effectivement, si on ne faisait pas ça, on n'existerait pas. Donc c'est nécessaire pour nous. Après, sur l'exportation, on est dans le secteur du web, donc l'exportation c'est relativement simple. Aujourd'hui, on a des clients dans toute l'Europe, donc d'une certaine manière, on exporte. On en a principalement en France, on en a en Italie, en Espagne, en Belgique, en Irlande. C'est l'avantage d'être dans du numérique sur un produit sur lequel on n'a pas besoin d'avoir une présence physique sur place. Ça coûte assez peu cher pour nous de nous lancer dans un nouveau pays. Donc
l'a fait relativement vite. Et, il faut quand même aller voir les clients aussi, il y a toujours besoin d'un contact physique. Non, pas trop. On l'a fait via des partenaires. Tout devient virtuel. Tout devient virtuel. Mais après, on a besoin de parler langue et de pouvoir répondre aux questions que nous posent les prospects, mais c'est un investissement qui est minime par rapport à, je pense, beaucoup d'autres secteurs d'activité qu'on France à l'étranger. Bon, on est content d'être là ce soir, que ce soit pas une rencontre virtuelle quand même. Mais bon, c'est vrai que tout devient de plus en plus virtuel. Je vois sourire Laurence Ophémagère. Je crois qu'on a besoin de revenir, des tweets, même quand on parle d'innovation, de data, de big data, de buzzword, de trucs et tout, c'est très bien, c'est des tuyaux tout ça. Et à un moment, il y a besoin de revenir à la vraie vie. On n'a jamais vu autant de gens déconnectés dans les cabanes, refaire des cours de yoga ou faire des pèlerinages pendant des semaines, parce qu'il y a ce besoin de revenir à les vraies choses, à l'humain. C'est très voltonien ce que je dis. Alors, on est un peu dans le... un big up à Dominique Bolton qui écoute ou pas. On est... Si on regarde on prend un peu de hauteur sur tout ça, on est entre deux phases, deux révolutions industrielles. On est en train de quitter une révolution industrielle basée sur le pétrole, sur les médias traditionnels, et le numérique, donc les technologies de l'information et de la communication ne sont qu'une phase transitoire vers une deuxième révolution industrielle. C'est-à-dire que le numérique n'est pas une révolution industrielle en tant que telle. Elle est en train de changer les usages, de faire évoluer comment on apprend, comment on consomme, etc. Mais quand on va appliquer ça à la vraie vie, à la façon dont on va produire des objets, là, ça sera une vraie révolution industrielle. Produire de l'énergie également, là, ça sera une vraie révolution industrielle. Et là, on rentrera dans cette nouvelle phase. Et là, on est au milieu des deux. Donc, c'est plein d'opportunités. Il y a des mutants qui peuvent sortir dans cette phase-là. Et c'est assez excitant, je pense. C'est vrai qu'on rencontre dans tous les domaines. Nous, par exemple, dans le domaine de la télévision, on voit bien qu'effectivement, on est à une croisée des chemins entre nos parents qui allumaient la télé quand ils rentraient chez eux, nos enfants qui s'informent que par le web, et puis nous qui faisons un peu les deux. Enfin, donc c'est vrai qu'on voit effectivement cette transition, et elle est vraie dans plein de secteurs aujourd'hui, ça c'est clair. Et ça ira plus loin encore. L'énergie qu'on va produire comme ça, les objets qu'on va fabriquer comme ça, etc. Et puis il y a tout le système de cette nouvelle économie collaborative, l'économie du partage, cette fameuse ubérisation, même si le Conseil constitutionnel met un peu des freins. Enfin, on sent effectivement peut-être les élites qui sont un peu déconnectées par rapport effectivement à ce qui se passe en ce moment, et à cette économie qui, comme vous le disiez, avance plus vite que nous parfois. Donc pour juste terminer sur cette première partie, un mot rapide sur l'investissement. Donc est-ce que vous vous reconnaissez dans le fait que bon, pour investir c'est quand même difficile, on n'a pas forcément les modes de financement qui vous aident? Est-ce que vous allez investir vous-même? Antoine, oui. C'est lui qui a le plus levé. Non, je ne pense pas. Je pense que je ne peux pas être celui qui a le plus levé. On a levé au total 3 millions d'euros. Vous n'êtes pas Blablacar encore, hein? On est très loin d'être Blablacar. Notre petite licorne, là, non, on a réussi quand même d'avoir des boîtes comme ça. C'est vachement important d'en avoir parce que c'est des success stories auxquels on peut se rattacher et se projeter et s'identifier. Et enfin, je crois qu'on parlera de culture d'entrepreneuriat après, mais c'est important d'en avoir en France. Nous, on a réussi à lever, ça n'a pas été si difficile que ça. Je pense qu'il y a aussi un peu un mythe et une crainte du financement, que ce soit dans l'innovation ou dans l'entrepreneuriat en général. Moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs en France qui facilitent l'accès au capital, qu'il soit public ou privé. Nous, on a bénéficié de pas mal de subventions, on a trouvé des guichets où on a pu se financer relativement bien. Et je pense que c'est pas forcément aussi facile dans tous les pays. Donc, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est pas aussi difficile qu'on le dit. Enfin, c'est pas en claquant des doigts, mais il faut être bien informé quand même. Il faut connaître. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de guichets, il y a beaucoup de dispositifs, il y a un environnement fiscal, il y a beaucoup de choses qui changent rapidement et il faut réussir à comprendre tout ça. Mais les choses existent et faire des levées aujourd'hui en site, ça se fait assez bien au début de la vie d'une boîte. Faire des levées pour l'innovation, ça se fait aussi très bien parce qu'il y a beaucoup de structures publiques qui sont là pour aider ça. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est pas aussi difficile que ce qu'on nous dit. Bernard, je vois que vous êtes d'accord, a priori. Oui, je suis d'accord. Petite nuance, effectivement, mais je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup plus d'argent que de projets. Les projets qui sont bons, qui sont fiables, trouveront de toute façon mécaniquement des sources de financement. Après, les guichets, les accès, comme dit Laurent, sont fonction de son propre profil d'entrepreneur. Bien sûr. Il y a beaucoup
d'aide, il y a beaucoup de... Et des nouveautés aussi, hein, comme le crowdfunding maintenant qui permettent voilà, les business angels. les business angels, bien sûr. Bon, l'argent n'est pas... l'accès au capital d'amorçage, on va dire, n'est pas un problème. Le problème, c'est peut-être effectivement le capital développement. Une fois qu'un projet a démarré, valider sa viabilité, trouver le levier pour un deuxième ticket qui est sérieux, hein, pas un tour de table pour terminer des financements difficiles, hein, un vrai saut, je dirais, évolutif dans sa progression. Ça, c'est plus compliqué dans l'écosystème français. Effectivement, donc entreprendre, c'est quelque chose, mais après développer, c'est aussi autre chose. Hein, c'est clair. Ça, créer sa boîte en France, tout le monde dit créer sa boîte ou même être entrepreneur en France, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile parce qu'on est taxé, etc. Hein, la rengaine habituelle. Mais il faut se l'avouer, créer sa boîte en France, c'est relativement facile. Si on regarde bien, ces 20 dernières années, il y a assez peu de leaders mondiaux français qui vont émerger. Assez peu. Pourquoi? Parce que c'est facile de le créer, mais c'est très difficile de le développer. On a cette sorte de plafond de verre de la start-up qui est au-dessus de nous, qui fait que assez peu de leaders mondiaux. Alors, on en voit quelques-uns. Alors, on a Criteo, on a Sigfox. Mais on les compte sur les doigts d'une main, ou sur des secteurs très très spécialisés, très pointus, parce qu'on est des vrais ingénieurs. Mais on a peu de leaders mondiaux sur, par exemple, technologie d'Internet, réseaux sociaux, etc. Pourquoi ce sont que les Américains? Parce qu'il y a une culture qui est différente, etc. Donc c'est ça, il y a un vrai problème dans le développement, et je rejoins là sur ce... On va passer maintenant peut-être à la deuxième partie sur la culture du travail. Donc Pierre-Olivier, alors, que nous dit... Oui, pardon, oui, Bernard, excusez-moi. Vous avez bien compris ce que disait Laurent.